jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Quentin et Justin vont vous y accueillir. Alors n'hésitez pas à aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, puisque vous le savez, cette libre antenne n'a pas de thème particulier. Vous pouvez nous parler de vous, de votre vie, de tout ce que vous voulez voir aborder, me poser toutes les questions qui vous préoccupent, mais aussi parler peut-être d'histoire de couple, de relations avec vos enfants, relations familiales. Et à tout moment, vous pouvez réagir à un témoignage en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer un message au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr. Ce soir, c'est Philippe Chartier qui est aux commandes de l'émission et on va commencer avec un peu de musique. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Il y a des soirs comme ça où ça fait du bien de démarrer avec Zazie, être et avoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, écoutez, je suis contente de vous avoir. Je vous écoute souvent. Merci. Et voilà, j'ai un petit souci, être et avoir, peut-être. Ah oui, c'est-à-dire il est tout simple. J'ai 2 enfants, donc j'ai un fils aujourd'hui, le plus jeune, donc, de la famille. Oui. Avec qui j'ai un petit souci. Enfin, petit souci, je prends pas ça comme un souci, mais des problèmes relationnels avec son couple plutôt. Oui. Voilà. Qui est un petit peu antérieur à la naissance de sa petite fille aujourd'hui, qui est un grand bonheur pour nous dans la famille, parce que c'est la première petite fille. Et puis voilà, et puis je vois un petit peu ce problème, il grossit et grossit. Alors, qu'est-ce que c'est ce problème? Autant l'aborder Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des fêtes de Noël qui approchent. Oui. Et déjà, il est venu passer quelques jours là à la maison, et c'est vrai que j'angoissais un peu. Et ça se passe pas toujours très bien quand ils viennent. Bon, je prends sur moi, je dis rien, voilà. Et là, les fêtes de Noël me font peur, parce que j'ai peur du clash, j'ai peur de me mettre en colère et de dire un peu que ça va pas, quoi. Mais pourquoi avez-vous peur du clash? Qu'est-ce que se passe-t-il exactement? Parce que finalement, vous ne me dites pas ce qui se passe avec votre fils. Il se passe que c'était un enfant avec qui tout allait bien. Voilà, trop parfait peut-être. Et puis, avec la relation avec son amie, c'était très bien. Elle nous a pris pour sa famille, puisqu'elle, de son côté, avait été un petit peu en manque de famille. Voilà, un petit peu comme ses parents. Et un jour, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit rejet de son côté. Bon, mon fils a fait un peu l'éponge, comme on dit. Bon, moi, je dis rien, quoi. Je suis face à ça, et puis je les regarde évoluer avec plaisir. Mais que s'est-il passé? Parce que vous dites quand même un jour. Donc, il y a eu, même si c'est un incident peut-être qui vous a paru banal, il s'est passé quelque chose. Vous le rattachez à quelque chose. Elle m'a rejetée. Oui, mais pourquoi, selon vous, il y a... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Rejeter, le mot est peut-être un petit peu fort. Elle m'a mis de côté. Voilà, elle m'avait un peu intégrée comme sa mère, hein, voilà, pour être clair. C'est une fille qui a été élevée par des familles d'accueil, tout ça, qui n'a pas eu cet esprit de famille. Quand elle est arrivée, nous, on l'a prise comme notre fille, voilà, on est comme ça, et puis on a envie de faire plaisir, voilà. Et les Noëls, elle était formidable, elle était heureuse et tout. Et puis, elle a grandi avec mon fils, que je trouve très bien. Elle a bien évolué. Ils se sont connus à quel âge? Très jeune. Hein. Enfin, mon fils avait pas fini ses études. C'est-à-dire? Il avait quel âge? 22 ans par là. Et elle?
Et elle a 3 ou 4 ans de moins. 3 ans de moins. Elle avait 19 ans. Oui, donc c'est une jeune femme. Assez jeune. Et aujourd'hui, ils ont quel âge? Alors, mon fils a 31 ans. Oui. Et elle a 27 ans ou 28 ans. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, ils ont évolué ensemble. Mais au départ, c'était formidable. On était vraiment très heureux de cette relation. On faisait partie prenante de leur vie, de tout, quoi. C'était formidable. Hein. Et puis, petit à petit, il s'est passé qu'elle a rejeté un petit peu nos achats en commun, nos petites courses en commun, enfin voilà. C'est quoi les achats en commun? Qu'est-ce que vous on allait faire les boutiques ensemble, mon mari, mon fils et voilà, tous les 4. Oui. C'était une relation très agréable, je dois dire. Très, très agréable. Mais ma foi, ça ne m'a pas trop perturbée dans le sens où je me suis dit, écoute, elle me prend un peu pour sa maman, elle fait un petit peu sa crise et puis ça va se passer. Oui. Mais voilà, là, je suis le rejet total du coup. Et qui se traduit comment Il se traduit qu'elle m'agresse. Elle m'agresse énormément. Oui, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je ne saurais pas que dire, mais elle refuse tout ce qui peut venir de moi. C'est-à-dire des cadeaux Oui. Pour la petite, là, puisqu'il y a un petit bébé qui est arrivé il y a un mois, elle refuse tous les cadeaux que je peux faire et que ma belle-fille peut faire. Parce que j'ai un autre enfant. La petite fille a 1 mois, hein. Donc, un mois, voilà. Voilà. Elle nous refuse tout ce qu'on peut donner. C'est-à-dire, comment les cadeaux que vous lui achetez, elle ne les prend pas? Comment elle S'ils ont de la valeur, elle les prend. S'ils sont offerts et qui sont déjà passés entre d'autres mains, elle nous les refuse. Elle les veut pas. Ça se comprend. Remarquez, un bébé, on lui offre plutôt du neuf, non? Elle a envie du neuf, oui. J'ai remarqué. Ça se comprend pour un petit bébé. Oui, mais nous, on est. Oui, bien sûr, je comprends aussi, mais là, ils sont venus. Vous voulez dire que votre belle-fille lui offre les vêtements de ses enfants? Oh, oui, non. Non, mais cela dit, pour un tout petit, c'est son premier bébé. Donc pour un petit bébé, autant pour un enfant plus grand, on peut comprendre qu'on lui offre des vêtements déjà qui ont été portés. Mais pour un tout petit comme ça, elle a peut-être envie, et d'autant plus que c'est une enfant qui, elle, a été, vous dites, placée en famille d'accueil, qui a dû, justement, elle n'a pas été choyée, elle a dû justement avoir comme ça les habits des autres qu'on lui refilait et tout. Donc peut-être que pour sa petite fille, elle veut le meilleur. Hein. Oui, ça je l'ai pensé, je me le suis dit. Je me le suis dit aussi, mais voilà, en même temps, il y a plein de choses à côté qu'elle n'accepte pas. Elle refuse plein de choses, quoi, de l'entourage. Et ça, on ne sait plus quelle attitude avoir. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas aussi une période particulière et où elle est Elle l'a fait avant. Non, mais j'entends bien. Mais moi, j'entends déjà plusieurs choses dans ce que vous me dites et qui pourraient peut-être un peu vous éclairer, vous aider, Brigitte. C'est-à-dire que quand vous l'avez connue, vous le dites, c'était une très jeune femme. Et vous l'avez intégrée vraiment avec beaucoup de chaleur et de générosité dans votre famille. Vous l'avez intégrée comme une fille dans votre maison. Donc, vous dites d'ailleurs, elle a grandi avec votre fils. Oui, tout à fait. Elle a grandi. Elle a grandi et ce faisant... Vous l'avez certainement aussi aidée à grandir. Elle a pris de l'autonomie. Et ce faisant, aujourd'hui, elle accepte peut-être moins votre tutelle, entre guillemets. Même si c'est une tutelle très bienveillante et très affective. Oui, mais je veux bien, Catherine, mais en même temps... C'est Caroline, moi. Les crises d'adolescence, j'ai eu 2 enfants. Et je voudrais pas qu'elle me la fasse maintenant. Ah oui, mais ça c'est le risque. C'est le risque, Brigitte. Mais quand on prend un peu les gendres et les belles-filles, un peu comme les enfants, il y a le risque aussi, et surtout quand ces derniers ont eu des parcours un petit peu chaotiques.
Ouais. Donc... Mais bon, c'est dur parce que mon fils en souffre. Hein. Attendez, quoi il en souffre? On le sent pas bien quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a des réflexions un petit peu. On a des repas familiaux où c'est rude, quoi. Elle casse l'ambiance, quoi, carrément. Il souffre de quoi? Au juste? Je pense qu'il souffre aussi de voir qu'on est moins en osmose. C'est un enfant aussi qui demandait notre osmose avec elle. Oui, mais c'est plus un enfant. Il était très demandeur. Oui, mais votre fils, Brigitte, il a grandi et lui-même est devenu père. Et puis peut-être que vous aussi, il faut que vous acceptiez de sortir de cette osmose et de cette fusion. Oui. Oui, mais alors le repas de Noël, ça ne m'enlève pas mon le repas de Noël, ça, je sens que ça va commencer, qu'on va avoir, Noël approchant, on va avoir. J'ai peur de ça. Oui, mais le repas de Noël, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, le repas de Noël, parce que le repas de Noël, il va falloir que chacun y mette un peu du sien, et d'autant plus que le repas de Noël, quand il y a comme ça un enfant qui est arrivé. C'est quand même un peu la magie de Noël. Quand il y a Noël, quand il y a des enfants, on retrouve un peu toute sa magie. Alors même si votre petite fille, évidemment, elle s'en fiche de Noël encore. Évidemment. Mais pour vous, comme vous l'avez dit, ça fait votre joie, cette petite fille. Et c'est ce qui fait qu'au fond, vous allez un peu faire en sorte que ça se passe mieux. Et ça veut dire que mais il va falloir essayer d'envenimer, de ne pas envenimer les choses. Et ça va être dur. Enfin, je ne veux pas envenimer, je sais pas, c'est mon caractère. Hein. Je veux juste, j'ai la trouille, quoi. Comme on dit. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de leur faire du mal à eux si ça se passe mal. À moi, c'est pas grave. De leur faire du mal, de quelle façon vous pourriez leur faire du mal, selon vous? De la façon où je peux dire des choses qui peut-être dépassent ma pensée. Oui, voilà. Qui dépasseraient votre pensée, quand on est en colère. Oui. Un peu, voilà, je suis très malheureuse de cette situation. Je suis pas seule, je suis en couple, mon mari est malheureux, mon fils aîné a aussi c'est pas un drame dans la famille non plus, mais il a bien vu qu'il y avait des choses un petit peu difficiles pour moi et pour son père, et voilà, quoi. Donc il y aura d'autres à Noël, vous ne serez pas qu'en tête-à-tête avec eux? Non, il y aura mon fils aîné. Il y aura votre fils aîné avec votre belle-fille. Mon autre petit garçon, petit-fils. C'est bien. Voilà, ouais. Si j'ai bien compris, de son côté, elle n'a pas de famille. Elle a une famille, mais oui, elle voit sa mère. Elle voit sa mère quand même. Oui. Elle la voit actuellement un peu ou... Un petit peu Oui, la naissance a rapproché un peu. Depuis la naissance, oui. Tant mieux pour elle. Ça peut vous aider, vous. Paradoxalement, ça peut vous aider dans vos relations avec elle. Je sais pas trop si ça m'aide pour l'instant. Si, ça peut vous aider parce que vous savez, j'ai compris qu'il y avait des choses déjà qui s'étaient un peu tendues dans vos relations. Je connais pas son vécu. Je sens bien que son vécu est pas facile. J'ai compris qu'il y avait des choses qui s'étaient tendues dans vos relations avec elle avant, mais le fait qu'elle ait été enceinte, qu'elle ait mis au monde cette petite fille, a dû faire aussi ressurgir beaucoup de choses de son histoire à elle, qui est compliquée. Oui. Et qui la refragilise. Est-ce que, justement, parce qu'au fond, vous me parlez beaucoup d'osmose familiale, mais finalement, vous me dites, vous connaissez pas son vécu personnel. C'est-à-dire que vous étiez dans une... Pas sa famille. Non, mais vous étiez dans une osmose un peu familiale, dans une fusion familiale, mais au fond, cette jeune femme, elle se confiait peu de son histoire à elle. C'est des choses quand même. On sait que le monsieur qu'il a reconnu, son père et pas son père, voilà, et on sait que sa mère avait des problèmes avec l'alcool, voilà, elle a été mise en famille d'accueil, c'est l'aîné de la famille. Après, il y a eu 3 enfants qui sont aussi partis en famille d'accueil. Je sais pas, moi, je rentre pas là-dedans, mais je sais pas, c'est compliqué, c'est pas mon rôle. Non, je ne dis pas que c'est votre rôle, mais je voulais savoir si finalement elle s'était aussi un peu confiée, si vous aviez eu des temps un peu avec elle. Vous
voyez, si c'est en dehors au fond, de ces temps familiaux, de ce temps béni un peu familial dont vous avez la nostalgie. Oui, avant, elle venait toute seule, même sans mon fils. Maintenant, elle le fait plus. On faisait les boutiques ensemble. Maintenant, elle a arrêté. Bon, ça, à la limite, je comprends. Elle a envie de grandir, elle a ses amis. Bon, enfin, ça me gêne pas, en soi. Mais... Alors, vous pouvez aussi, vous savez, parfois, quand un bébé, comme ça, quand il y a la naissance d'un bébé, on offre beaucoup de choses au bébé et on oublie un peu la mère. Le bébé, au fond, lui, il s'en fiche d'avoir beaucoup de choses. Il en a souvent, ils sont débordés à la naissance. Alors, ils ont beaucoup de choses à la naissance. Bon, c'est bien sûr, d'offrir un cadeau au bébé. Mais ça peut être peut-être bien, et justement, vous parlez de Noël, et même avant, au moment, à la maternité, enfin, ou même il est pas trop tard, de faire quelque chose qui pourrait lui faire plaisir à elle aussi. Oui. On oublie la mère, souvent, dans ces cas-là. Mais ça peut être quelque chose où ça peut être lui offrir, je sais pas si elle aime un soin, si elle aime un massage, quelque chose, un soin en institut, quelque chose, un temps pour elle. Un moment où vous penseriez à elle. Vous voyez, quand vous dites qu'elle rejette tout de vous aussi. Vous pourriez, vous pouvez aussi, plutôt que vous concentrer sur son bébé, parce que elle peut avoir peur aussi qu'au fond, ce bébé... Mais elle a peur qu'on l'aime pas, parce qu'elle me l'a dit, comme que on vous a n'aimiez déjà pas un petit-fils, cette petite fille, elle m'a dit, mais vous l'aimerez pas autant que le premier. Elle me l'a déjà dit, ça. Oui, mais vous voyez bien à quel point, Brigitte, elle parle d'elle, au fond. Mais oui, mais moi, je peux... Enfin, je sais pas, j'y ai dit, mais on a de la place dans notre cœur pour tout, quoi. Il peut en arriver 5-6 derrière, on aura un cœur énorme. Oui, mais elle a surtout besoin d'entendre que vous l'aimez, elle. Oui, mais elle met des barrières hautes. Oui, je sais, mais c'est son ambivalence, Ouais, c'est dur. C'est-à-dire, comme souvent, elle a été très meurtrie, cette jeune femme. Je pense, oui. Elle a été très meurtrie, et souvent, quand on a été rejeté, comme ça, on met des barrières très hautes, et parfois on teste jusqu'où on a été aimé. Elle va loin. Elle va loin. Elle fait avec vous certainement comme elle le ferait avec sa mère. Avec sa mère. Et oui, vous l'avez dit. Ça. Oui. Eh oui, mais c'est dur parce que elle vous met à l'épreuve, mais c'est pour ça que au fond de ça, il faut que vous restiez cette image de mère bienveillante, et vous l'avez compris au fond quand vous dites j'ai peur de la blesser, de leur faire du mal. C'est-à-dire que ça va vous demander de prendre un peu sur vous. Et d'autant non, c'est pas facile, mais d'autant que en ce moment, bon, vous êtes maman vous-même, elle est dans une période un peu vulnérable, et qu'on peut penser qu'elle a une mère qui ne peut pas lui transmettre la protéger, l'entourer. Donc, bon, vous pouvez tenir ce rôle-là, mais si elle sent effectivement que vous n'allez pas vous accaparer son bébé, vous ne cherchez pas à prendre sa place, et qu'effectivement vous êtes là pour pouvoir la soutenir, elle, la valoriser en tant que maman. Surtout, vous voyez, toujours. Voilà, surtout la relation date de. Je fais que ça depuis 8 ans. Oui, non, mais alors attendez, moi ce que je vous dis actuellement, c'est maintenant, Brigitte. C'est-à-dire que maintenant, là où elle vient, vous savez à quel point on peut être... Oui, mais c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est-à-dire que là où elle est, parce que c'est surtout maintenant qu'il faut pas la lâcher. C'est-à-dire que vous savez à quel point, quand une femme vient d'avoir un bébé, surtout dans les premiers... Là, votre petite fille, elle a 1 mois. À quel point elle peut traverser des moments comme ça de bas, de baisse, de morale, où elle peut douter d'elle-même, de sa capacité à être mère, surtout que elle a une histoire complexe. C'est ça qui me fait peur, Caroline. C'est de chaque fois que je dis un truc, j'ai l'impression que je la renvoie et l'image de la mauvaise mère. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez me donner un exemple? On discute comme ça et ça part mal, quoi, tout le temps. Mais vous n'avez pas un exemple pour que je vois un peu plus clair? On discute au petit déjeuner. La petite, elle a pleuré, évidemment, comme un bébé. Oui. Elle pleure. Je dis, voilà, elle a faim.
ou peut-être lui donner plus souvent. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans le truc de il faut faire comme ça, ça m'intéresse pas. C'est pas ça. Le souci, c'est qu'il trouve un équilibre avec ce bébé. C'est ça qui m'intéresse. Et ça bloque. Ça bloque. Et mon fils a bloqué. Et là, c'est là que ça m'a fait le plus mal. C'est Votre que lui fils n'a pas compris. Oui. Il n'a pas compris. Et parce qu'il a senti que sa femme était perdue, mal. était blessée, c'est ce que était me dit mal. mon mari. Voilà, mon mari me dit ça. Il bloque parce qu'il sent que sa femme est déstabilisée. Il me dit, il essaye de l'épauler. Mais ce que vous avez dit, par exemple, Brigitte, dire, oui, les premiers temps, vous pouvez dire, c'est vrai qu'un bébé pleure et c'est compliqué. Il faut un peu de temps pour comprendre pourquoi il pleure. C'est normal d'être un peu perdu. Les premiers temps, ce que vous avez dit, les premiers temps, le bébé, il a que ses pleurs pour s'exprimer. Les premiers temps, c'est normal de tâtonner un peu, de pas savoir. Hein, voilà. Vous lui dites ça, de dire peut-être qu'effectivement, elle a un peu faim. Peut-être, il faut essayer de voir, de lui donner plus souvent. C'est normal de lui dire, tu sais, c'est normal au départ de tâtonner, de pas trop savoir, et voilà. Vous voyez, vous la rassurez, vous lui dites que tout parent au départ, il est un peu dans le brouillard. Oui. Et vous lui dites pas, mais elle a pas un caractère facile. Déjà. Non, ça j'ai compris, mais elle a pas les mots, elle est toujours brusque. Mais parce qu'elle est blessée dans le fond. Elle est pas élégante dans ce qu'elle nous renvoie, tout le temps. Oui, mais j'ai compris qu'elle était difficile et que elle va vous en mettre. Elle va vous tester. Donc il faut que vous teniez. Ouais. Quelques messages qui arrivent pour vous. C'est vrai. Oui. Donc il y a Grégory qui dit. C'est peut-être, alors c'était dans les premiers temps, c'était avant qu'on aborde l'histoire avec le bébé. D'accord. C'était dans les premiers temps de votre intervention, qui dit c'est peut-être difficile pour votre belle-fille d'accepter autant d'amour et d'égards de votre part au vu de sa propre histoire familiale. Votre complicité est peut-être devenue pesante en lui rappelant douloureusement ce qu'elle n'a pas connu. Vos rapports avec elle sont sans doute à réinventer. Je pense, oui, c'est vrai ça. Parce qu'elle a évolué, Voilà, le subversif dit l'enfant abandonné est souvent ambivalent et sa maternité réactive, le côté obscur de cette ambivalence à votre égard. Et puis, quelqu'un me dit, après la naissance de mon premier enfant, j'ai rejeté ma belle famille parce que j'avais l'impression qu'ils s'accaparaient mon fils et je voulais prouver que je pouvais élever mon fils seul. Donc, il y a aussi un autre message qui dit, si elle fait ça, c'est qu'elle a des sentiments envers vous. Ce sentiment lui fait peur. Car j'ai pas bien compris là tout le message. Attendez, parce qu'il y a des messages qui arrivent mais qui sont pas très clairs. Alors j'ai également Coco qui dit il faut leur laisser un petit peu d'espace. Et puis voilà, leur laisser un petit peu plus d'espace. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà pour le moment ce qui arrive. Ouais, d'accord. Oui. Mais je crois que il faut tenir. Et par rapport à Noël. Écoutez, ça va bien se passer. Dites-vous qu'il y a cette petite fille qui est là pour le moment. C'est quand même Noël quand il y a des enfants. Je vous dis, ça ramène tout de suite à la magie de Noël. Vous allez offrir, il y aura les cadeaux, pour Noël. Vous serez pas seulement en tête à tête avec votre fils et votre belle-fille. Ils vont rester une semaine. Il ne va pas y avoir que la veillée de Noël. Voilà, c'est ça qui m'angoisse. C'est sur la durée. En fait, ça se passe très bien. Oui, mais vous allez... Elle est assez cyclique, si vous voulez. Il y a une soirée qui va très bien se passer. La soirée d'après, c'est la cata. Après, on remonte. Oui. Vous savez, c'est assez cyclique. Eh bien, dans ces cas-là, vous laissez un petit peu. Vous laissez couler. Ouais. Quand vous la sentez un petit peu plus comme ça, dans une phase d'agressivité, ou vous laissez passer un peu l'orage. D'accord ? Quand vous sentez que son humeur comme ça devient un peu agressive, et vous êtes plutôt dans cette cette présence un peu, cette image maternelle bienveillante à son égard. Oui. Et par rapport à la petite, voilà, parce que moi, ça me pose un souci du coup. Pourquoi ? Pour cette petite, parce que j'ai du mal à aller vers elle du coup, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, voilà. J'ai l'impression que je ne peux pas aller vers cette petite
si je la prends. Oui, je comprends. Vous avez un petit peu peur des réflexions. Pas des réflexions, parce que... oui, de la bloquer, de la braquer, de braquer votre belle-fille. Et qu'elle soit mal. Eh bien, pour le moment, écoutez, restez quand elle a la petite dans les bras, restez à côté, dites-lui. Je vous dis, valorisez-la elle en tant que maman. Et je pense que quand elle se sentira davantage valorisée par vous, elle aura une relation davantage, elle vous la remettra plus facilement. Pour le moment, elle a besoin d'être valorisée. C'est qui me la met dans les bras. Oui, mais ça m'étonne pas. Je suis pas surprise. D'avoir mamie, regarde papy. Mais oui, elle a besoin d'être, si vous voulez, ça traduit aussi votre lien, bien sûr. Vous êtes, en même temps, vous n'êtes pas sa mère. Non, bien sûr que non. Hein, c'est ça joue aussi. Mon fils lui dit aussi. C'est pas l'enfant de la famille. Il lui dit quelquefois. Son mari lui dit ça ? Oui. Oui. C'est pas toi l'enfant. Oui, c'est un peu dur de dire ça. Oui, pourquoi lui dit-il ça ? Il est en jalousie, il est en rivalité avec elle ? Ah, il défend sa place, lui, c'est clair. Bah oui, mais enfin, c'est curieux. Oui. Vous voyez, il y a des questions de place, c'est-à-dire que effectivement, bien sûr que c'est lui le fils, elle est la belle-fille, mais vous voyez, il y a aussi des positions de rivalité. Bon, parce qu'à un moment, c'est un peu l'histoire des jeunes couples où chacun n'est pas un peu à sa place, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une histoire de place. Il faut que chacun, mais il faut que chacun reprenne sa place. Donc maintenant, vous avez face à vous un couple d'adultes. Un couple de parents et avec un couple de bébés. Et en même temps, c'est vrai que vous avez auprès de cette jeune femme une image un peu maternelle. Donc il faut que vous gardiez le cap. Mais c'est vrai que tous ces rôles-là sont un peu compliqués. Mais plus vous resterez bienveillante, mieux ça sera pour votre relation avec elle et avec votre petite fille. Bon, je continue mon cap et j'ai le droit de dire ce que j'en pense quelquefois. Pas trop, quand même. Hein. Oh non, vous croyez pas ? Non. Non. Moi, je pense qu'il vaut mieux, quand elle devient un peu agressive, laisser passer l'orage, là. Surtout dans le contexte, là, elle vient d'avoir un bébé, c'est un moment un peu particulier. Donc, on reste je pense. Oui, je pense qu'elle a surtout besoin de douceur actuellement. D'accord. Bon, j'ai bien compris. Okay. Voilà. Bon Noël alors, Brigitte, avec beaucoup d'avance. Au revoir. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Salomon lui dit quelques mots à découvert pourraient estomper rapidement la défiance et restaurer une atmosphère sereine de confiance. Oui, quand Brigitte nous disait au fond que sa belle-fille disait « J'ai peur que tu n'aimes pas ma petite fille », je crois que là, oui, il était important de mettre des mots et en disant que bien sûr que cette petite fille comptait énormément et qu'elle était aimée au même titre qu'elle aussi était aimée. Bonsoir Adèle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie d'apporter tant d'attention à nos petites ou grandes misères. Je suis là pour vous, Adèle. C'est bien normal. C'est agréable de se sentir écoutée. Voilà, j'ai un petit souci, j'ai un souci. En fait, voilà, j'ai un compagnon qui, je pense, je ne vais pas employer le terme déprime parce que je ne pense pas que ce soit ça, mais il était dans un état quelque peu dépressif. Oui. Il a perdu son emploi. Nous nous sommes connus, ça faisait quelques petits mois qu'il avait perdu son emploi. Il m'avait dit qu'à la perte de son emploi, il avait été déprimé, puis que quand nous nous sommes connus, je pense qu'il avait remonté un peu la situation. Mais c'est un chômeur de longue durée. Et j'ai l'impression qu'il ne se plaît pas dans cette situation et c'est tout à fait légitime, mais qu'il ne met
met pas tout en œuvre pour trouver un emploi. J'ai l'impression qu'il se laisse aller, qu'il se laisse vivre, qu'il ne met pas qu'il ne met pas toute son énergie à retrouver un emploi. Depuis combien de temps est-il au chômage ? Depuis 2 ans. 2 ans, oui. Oui. Il a quel âge ? Il a 54 ans. 54, oui. Donc, c'est évident que pour lui, je ne l'ai pas connu en période d'activité, mais il me dit souvent que pour lui le travail c'était très 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 important, qu'il s'y investissait énormément et que il s'y investissait un maximum et que le reste n'était quasi accessoire. Il me dit parfois aussi que peut-être avait-il tort de considérer le travail comme essentiel dans sa vie, mais bon, il est ainsi fait. Et le fait de ne pas avoir d'emploi, le mine, j'ai l'impression. Je ne sais pas si le mot est correct, mais enfin... Mais surtout si ce travail était quasiment toute sa vie. Ben voilà. Oui, si le reste, comme il dit, si c'était son expression, était accessoire, qu'il n'avait rien d'autre ou presque dans sa vie, on peut comprendre qu'à ce moment-là, il perde presque tout sens à sa vie. C'est un peu excessif, mais en tout cas... Ce qui me met un petit peu mal à l'aise, parce que je suis rentrée dans sa vie, je pense que je lui apporte un peu des moments agréables, un peu de sérénité, enfin peut-être je structure un petit peu face à ces sentiments amoureux que nous avons l'un pour l'autre, bien qu'il ne s'exprime pas beaucoup dans ce domaine. Je sais qu'il a des sentiments amoureux à mon égard. Je lui porte des sentiments amoureux aussi, mais donc ça m'interpelle de savoir que je ne sais pas en fait comment dois-je réagir. Voilà, ma question c'est, je ne sais plus. J'ai été, j'ai fait comme si cette situation, c'est pas que ça n'existait pas, mais je ne lui pose pas de questions tant à ses recherches, sa façon de rechercher du travail, ses éventuels entretiens. On ne s'est pas déjà parlé, parce que ça me rappelle vraiment une situation très très similaire. Mm-hmm. On s'est parlé, non ? Non, je ne vous ai jamais parlé. Ah bon ? Non, il y a une dame qui m'a appelée qui était vraiment dans le même cas de figure. Et qu'est-ce qui vous pose question finalement ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous pose question ? Je ne sais plus comment agir. Cette situation commence à me peser parce que il ne se plaît pas dans la situation dans laquelle il est, et c'est bien normal, mais j'ai l'impression qu'il ne fait rien pour changer cette situation. Il manque de dynamique. Il est dynamique. Il n'est pas amorphe. Il est dynamique, mais il ne prend pas de décision. Donc, dans un premier temps, moi, je ne pose pas de questions quant à ses recherches, mais maintenant, je me demande si je dois le dynamiser, le booster, lui poser des questions, lui demander ce qu'il fait pour chercher du travail. Mais en quoi, finalement,
après tout, ça le regarde. C'est-à-dire que ça le regarde, c'est sa vie, à moins que ça déteigne sur vous. C'est-à-dire, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Donc ça fait une vingtaine de mois. 20 mois, oui, c'est cela. Bon. Donc, après tout, écoutez, s'il n'en parle pas, c'est qu'il estime qu'il n'a pas à vous en parler. Mais je sens dans ses façons d'être et dans ses façons de réagir, je sens qu'il est blessé, qu'il est dévalorisé par rapport à cette situation-là. Donc oui, mais vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire au juste ? Pourquoi voulez-vous lui en parler ? Non, quelquefois, quand il a des entretiens, par exemple, il me parle, il me dit comment s'est passé l'entretien. Ah ben oui, mais ça, bien sûr. Donc c'est bien qu'il vous en parle et que vous l'écoutiez dans ces cas-là. Oui, de toute façon, je l'écoute. Mais je comprends pas bien le sens de votre demande. C'est-à-dire, qu'attendez-vous au juste de lui, c'est-à-dire que voulez-vous faire ? Vous savez pas comment vous positionner vis-à-vis de lui, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être plus active, l'aider dans ses démarches ou Non, je ne cherche pas à être à faire à sa place. Il faut lui laisser son libre arbitre. Oui. Mais c'est certain. Mais ce que je ne sais plus quelle attitude avoir. Parce que j'ai vraiment une impression de plus en plus sûre qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour trouver du travail. Mais il n'en a peut-être pas l'énergie. Non, voilà. Il ne déploie pas l'énergie que, à mon sens, il faudrait qu'il déploie. Mais c'est pareil, c'est ma perception. Enfin, je me dis que 2 ans de chômage, vraiment, c'est parce que soit il est très exigeant, soit il est très paresseux. Non mais attendez, je crois qu'il faut aussi voir la réalité économique. Tout à fait. Adèle, vous vous rendez compte la réalité économique actuellement ? Tout à fait. Exigeant ou paresseux ? Attendez, cet homme il a 54 ans. Déjà sur le marché du travail, quand vous avez à 45 ans, vous dites que vous êtes vieux ? Tout à fait. Donc je sais pas, je sais pas quel est le métier de ce monsieur. Il avait un excellent métier. Il était directeur administratif. Ouais, dans ces postes-là, c'est là où souvent vous retrouvez le moins. Oui. Plus vous avez souvent des postes comme ça à responsabilité, ou alors après dans les métiers comme ça, les 4 sup, souvent c'est extrêmement compliqué dans ces postes-là parce que c'est des salaires déjà assez importants et dans les boîtes on vous prend plus. Oui. Donc je pense que c'est pas une question d'exigence ou de paresse, c'est une question de contexte. Oui, tout simplement. Oui, aussi. Donc dans un premier temps, j'étais, on va dire, peut-être tolérante ou plus à l'écoute, alors que maintenant, je crains, en fait, d'être moins, comment dire... Oui, mais peut-être. Moi, je comprends en même temps que ça soit difficile pour vous, d'avoir à vos côtés un compagnon qui est assez déprimé. Et il y a de quoi être déprimé. Oui. À la fois, bien sûr que les deux, c'est difficile pour vous d'être auprès d'un compagnon qui est déprimé, et en même temps, je comprends que ce monsieur soit très déprimé. Mais oui, voilà. Donc. Parce que, voyez, je vois des messages. Il y a Sarah qui me dit retrouver du travail à 50 ans en France est statistiquement très dur, trop vieux, trop cher. Comment ne pas être découragé quand toutes les portes se ferment ? Le subversif qui dit est-ce véritablement surprenant qu'un homme de 53 ans dont le marché du travail ne veut plus ne continue pas à se cogner sans fin la tête dans le mur ? Et alors il disait par rapport à vous, à votre attitude, soyez présente, voilà tout. Mais en même temps, peut-être que c'est lourd pour vous. Oui.
oui. Voilà, voilà, en fait, c'est cela. Mais ça a été évoqué, ce sujet, déjà, effectivement, vraiment, la situation était extrêmement similaire. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que je vous écoute très, très, très souvent, et que il y a beaucoup de cas où on se retrouve un petit peu, et c'est ça qui est... j'allais dire amusant. Oui, heureusement que je m'en amuse. On fait le parallèle avec beaucoup de situations, et c'est non pas amusant, mais rassurant quelque part de savoir que les gens, on a tous nos galères, quoi. On a tous à peu près les mêmes galères. Donc, si vous voulez, là, par rapport à lui, je crois que lui est dans une situation extrêmement difficile, et je crois que ça n'est pas lié, encore une fois, c'est pas de la paresse, c'est pas une question d'exigence. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on ne doit pas lui proposer des postes en rapport avec son niveau de responsabilité, et que c'est très dur quand vous vous retrouvez comme ça, alors que vous avez des compétences, que vous avez investi tout dans une entreprise, et qu'on vous jette comme ça à 50 ans, et qu'on vous dit que on veut plus de vous, et qu'en gros c'est comme si vous valiez plus rien, et que la société vous jette, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, vous jette comme si vous n'étiez plus utile. Comment voulez-vous après? Alors c'est ça, vous pouvez effectivement aller vous allonger chez un psy, mais je veux dire, les psys ils peuvent pas jouer les pompiers, les pare-feux, parce que là il y a un vrai problème social et économique. C'est-à-dire que on jette comme ça des gens qui sont beaux et de compétences, et on leur dit tout d'un coup, vous ne valez plus rien, vous n'êtes plus utile. Oui, qui aux yeux de la société n'ont plus aucune valeur. N'ont plus aucune valeur, c'est ça, après les avoir souvent pressés comme des citrons d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc maintenant, la vraie question pour vous, Adèle, c'est que évidemment, c'est compliqué d'avoir auprès de soi un compagnon qui ne va pas bien. Mais vous donc je sais pas. C'est à vous de voir effectivement si vous pouvez. Je suis à l'écoute, bien sûr. Je suis patiente. Je suis à l'écoute, mais quelquefois, je pense que je montre des signes d'exaspération. Quelquefois, je le secoue un peu. Je sais, c'est d'actualité. C'est vrai que la situation économique est difficile, et que vous l'avez très bien dit, c'est un senior qui sont dévalorisés. Les seniors sont dévalorisés dans notre société. C'est vrai, je sais tout ça, mais quelquefois je ne sais pas. J'ai compris. J'ai compris. C'est ce qu'on dit, être présente ou pas. C'est ça. C'est si vous pouvez être présente, jusqu'où vous pouvez supporter. Mais je crois que vous pouvez pas faire plus. Être présente, vous pouvez pas. Vous pouvez lui faire prendre conscience qu'effectivement sa valeur, elle dépend pas de ce qu'il fait, de ce qu'il mais lui permettre de reprendre comment lui faire reprendre pied mais ça en l'aimant, en l'entourant le plus possible, c'est lui permettre de justement reprendre pied, lui essayer de lui redonner confiance en lui, de le rebooster pour qu'il puisse se présenter là où s'il y a des propositions qui sont faites dans les meilleures conditions, en espérant qu'il y a des propositions qui sont faites et qu'il aura un poste, parce que c'est clair que s'il n'y a pas de poste, c'est compliqué de reprendre pied. Mais il peut y avoir des postes qui sont faits. Donc il faut aussi le booster et lui redonner confiance. Oui, mais Adèle, je vous réponds sur le fait aussi, il y a 2 niveaux sur comment vous pouvez l'aider à avoir confiance, à lui redonner confiance. Donc bien sûr que vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider aussi en l'aimant, en le soutenant, en l'entourant, en lui disant aussi que ce qu'il vaut humainement. Et pas seulement professionnellement et économiquement parlant. Bonsoir Sonia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis toujours très émue quand je vous parle.
J'étais couchée au fond de mon lit en train de vous écouter, votre voix, et j'ai tout de suite réagi au témoignage d'Adèle lorsqu'elle, et je comprends sa position, lorsqu'elle disait au bout de 2 ans, soit il est feignant, soit... Et là vraiment, j'avais très envie de lui dire que 2 ans, c'est une longue période de dévalorisation, et l'entourage, dans ces cas-là, est extrêmement important. Je suis moi-même, j'ai 49 ans, je suis en recherche d'emploi active, et j'ai même intégré pendant 1 mois une société début novembre, dans laquelle je me sens pas bien, et je vais la quitter au terme de ma période d'essai. Et c'est pas de la non-motivation, c'est pas de la fainéantise, c'est pas que je me sens bien dans ma condition de demandeur d'emploi, mais il y a des postes qui ne sont pas appropriés à notre valeur, et c'est très difficile de les accepter. Et véritablement, je voulais dire à Adèle que il est important de le soutenir, pas forcément en lui demandant régulièrement « alors, t'as trouvé quelque chose ?» Parce que évidemment non, j'ai pas trouvé, mais peut-être l'aider dans ses recherches. Quelquefois, le regard d'un tiers peut être attiré par quelque chose que lui n'aurait pas forcément noté, ou peut-être un changement d'orientation, qu'est-ce qui lui plairait, de quoi il a envie aujourd'hui, qui est peut-être pas exactement la fonction qu'il avait précédemment. Je crois qu'il était directeur administratif. Oui. Et effectivement, dans ces âges-là et dans les sociétés où je passe en intérim, je côtoie beaucoup de directeurs administratifs qui deviennent comptables clients, agents de recouvrement, qui ont perdu la moitié de leur salaire et qui ne sont pas très heureux. Donc, moi, je peux comprendre que 2 ans, ça peut être 2 ans de recherche qui vous paraissent, vous, peut-être pas très actives, mais qui, lui, en tous les cas, lui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui. C'est mon point de vue. C'est une situation fort douloureuse, de toute façon. Ça fait combien de temps que vous cherchez, vous, Sonia? Alors, moi, j'ai été licenciée en 2008. Oui. J'ai retrouvé en septembre 2009 pour une année. Oui. J'étais en fin de contrat le 31 août. Je suis restée 2 mois en recherche d'emploi, et j'ai retrouvé le 1er septembre. D'accord. Mais voilà, la situation économique est extrêmement... Vous êtes beaucoup plus... Vous êtes plus jeune, vous, déjà? Oui, oui, peut-être. Oui. Je suis un petit peu plus jeune et j'ai 5 ans de moins. Oui, voilà. Et je cherche compte. dans un poste qui n'est pas des responsabilités qu'avait votre ami, mais c'est très difficile de faire un retour en arrière, de se dire, voilà, je vais abandonner 35% de mon salaire, ce qui est mon cas, voire 50 dans ce qui peut être son cas. On a du mal à admettre que notre valeur professionnelle ne sera plus monnayée à la même valeur qu'elle était précédemment. Et la valeur professionnelle atteint la valeur humaine. On se dévalorise complètement. Évidemment. On n'est pas le salaire que l'on gagne, mais on reste celui que l'on a gagné. Et là, on a du mal. Peut-être qu'après, il faut faire... Mais même, et en plus, au-delà du salaire, c'est tout d'un coup ce sentiment qu'on a plus de place dans la société. Oui. C'est ça, c'est cette utilité. Tout d'un coup, on n'a plus de place, d'être rejeté. C'est ce sentiment d'être là, quelqu'un qui est... vous le disiez, Adèle, ce monsieur s'est énormément investi dans son travail. Il vous disait que le reste était accessoire jusqu'à présent dans sa vie. Et du jour au lendemain, cet homme, il se retrouve chez lui. Oui. Donc c'est un séisme sur un plan personnel. C'est le problème de toutes les personnes qui ont énormément donné dans leur métier, dans leur société, mais qui souvent aiment parce qu'elles se donnent parce qu'elles aiment leur métier profondément. Oui, tout à fait. Moi, je voulais surtout intervenir pour l'entourage, pour mobiliser l'entourage. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous tient, nous. Oui. C'est ce que dit Cathy, c'est-à-dire se projeter autrement que dans la valeur travail. C'est là où vous pouvez effectivement lui être d'un soutien.
important. Ça ne veut pas dire que ça peut être l'occasion de découvrir qu'il y a aussi autre chose, c'est-à-dire dans la relation amoureuse, dans les relations amicales, dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a d'autres points d'appui. Ça ne veut pas dire, on peut tout espérer, que cet homme va retrouver un travail dans lequel il va pouvoir de nouveau être valorisé, se réaliser aussi, mais qu'il peut, dans cette période-là, s'appuyer aussi sur d'autres soutiens, sur d'autres appuis. Évidemment, on n'a jamais l'esprit libre parce que ça devient quelque chose d'obsessionnel. Mais voilà, je pense que c'est cela. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Sonia, d'être sortie de votre lit et d'avoir bondi. La dernière fois que je vous ai parlé, Caroline, c'était au mois de janvier, lorsque je perdais mon petit chien. Je venais d'apprendre qu'il avait un cancer et je l'ai fait euthanasier le lendemain. Et je voulais vous remercier parce que vos mots à vous ce soir-là et les messages des auditeurs m'ont énormément aidé à prendre la décision et la bonne décision. Et depuis, j'ai remplacé dans mon lit le chien par le poste. Mais ça, depuis 10 ans déjà, le poste. C'est une autre chaleur humaine, celle-là. Vous avez les voix. Qui existe toujours maintenant, et je vous en remercie. Bon courage à Adèle et beaucoup d'amour et d'entourage auprès de son compagnon, parce qu'il a véritablement besoin d'elle. Oui, besoin de beaucoup de soutien. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est important. Et d'un œil extérieur, quand je vous dis de regarder peut-être les annonces à deux ou différemment, l'un peut avoir une idée que l'autre n'aurait pas. Parce que votre ami doit être concentré dans son domaine d'activité. Peut-être c'est bien d'envisager d'autres pistes. Merci beaucoup, Sonia. Retournez vite vous mettre au chaud sous la couette. Et restez à l'écoute. Merci. Au revoir. On va accueillir Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir Caroline. Alors Christelle, vous travaillez au Pôle emploi. Voilà, je n'appelle pas pour parler de l'institution en elle-même. Non, il y aurait beaucoup de choses à dire pourtant. Voilà, peut-être un autre soir, vous serez la bienvenue parce que ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis partagés sur le Pôle emploi et je suis pas là du tout pour en parler en tant que telle. C'est vraiment... alors j'ai pas les prénoms des personnes par contre. Alors c'est Adèle qui a appelé pour parler de son compagnon, donc qui est au chômage depuis 2 ans, cadre supérieur. Donc en fait c'était après il y a l'autre personne qui est arrivée qui a dit. Alors Sonia qui est repartie là se mettre au chaud. Elle a bondi de son lit. Elle n'est plus avec nous, Sonia. Je vous cache mais pas elle nous écoute. Chaud, parce que il fait tellement froid. Oui, vous avez raison. Non, j'appelais en fait effectivement parce que Adèle qui ne savait pas trop qui vous écoute attitude adopter. C'est vrai que dans un premier temps, il ne faut surtout pas systématiquement demander est-ce que tu as regardé les offres, est-ce que tu as fait telle démarche, où est-ce que tu en es, parce que c'est vraiment quelque chose déjà de très difficile pour une personne qui est au chômage à vivre. Donc là, j'avais entendu que le monsieur en question, il a 54 ans. Tous les jours, je vois du monde. Et plus particulièrement, effectivement, les personnes qui ont plus de 50 ans se sont complètement mis de côté. Ils se disent... Mais Christelle, vous restez avec nous parce que ça va être l'heure du journal. Donc ne raccrochez pas, on continue à en parler. Adèle aussi, on continue à en parler dans quelques minutes. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble, bien sûr, et en direct sur Europe 1. Donc, place à vos témoignages au 39 21. Juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Adèle. Adèle qui, depuis 20 mois, est avec un homme qui est au chômage depuis 2 ans. Adèle se demande un petit peu quelle attitude adopter vis-à-vis de lui, parce que parfois, évidemment, c'est difficile. Cet homme est un peu déprimé et ça se comprend étant donné sa situation. Alors, Christelle nous a rejoint. Christelle, vous travaillez au Pôle emploi et vous vouliez rassurer Adèle.
Voilà. Puisque vous rencontrez beaucoup de personnes qui malheureusement sont dans cette situation. Oui. Voilà, tout à fait. De plus en plus chaque jour, malheureusement, ce qui n'est pas toujours pas vraiment évident. Oui, votre métier est compliqué. Et compliqué. Alors c'est vrai, juste une petite parenthèse. C'est vrai que aussi bien par les médias, enfin tout support de communication, c'est vrai qu'on peut, suivant les personnes, on va avoir une image. Enfin, les personnes extérieures peuvent avoir une image complètement différente. Après, de l'intérieur, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut voir de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de travail. Effectivement, on n'a pas assez de personnes. Ouais. Et croyez-moi, on est bien nombreux à se démener comme des malades et à mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement pas assez de communication sur ces points-là. Et en général, on a tendance à pointer sur les points négatifs, ce qui est plus facile à faire que de montrer aussi les points positifs. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y aura des gens contents, il y aura des gens qui ne le seront pas. C'est pareil pour toute entreprise, pour tout service. Donc voilà, c'est pas toujours facile de gérer autant de personnes, mais on s'en donne les moyens. Alors bon, on me dira peut-être que je prêche pour ma paroisse. Est-ce qu'on vous donne les moyens ? Ce serait une autre question. Pas forcément, on ne les a pas à chaque fois. Et moi qui suis déjà passée par la case chômage, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et pour revenir donc à Adèle. À Adèle voilà. Et à son compagnon. Donc on va dire la priorité, c'est surtout de le valoriser, puisque c'est quelque chose que les demandeurs d'emploi, malheureusement, n'arrivent pas à faire. Ils perdent vite confiance en eux, en leurs compétences, en leur capacité à pouvoir retrouver un autre emploi rapidement. Et c'est vrai que c'est un sentiment que l'on a majoritairement pour les personnes qui ont plus de 50 ans, puisqu'ils nous disent toujours moi je me fais pas d'illusions, j'ai 50 ans, j'aurais du mal à retrouver quelque chose. Voilà. Donc et pour eux, c'est encore plus difficile, surtout quand ils ont eu vraiment une activité salariée assez intense et qui n'ont jamais connu le chômage. Donc c'est d'autant plus dur pour eux. Il y a déjà une phase d'acceptation point de vue psychologique, puis ça remet en cause pas mal de choses, point de vue social pour eux. Comme ils disent, on est entre amis ou avec d'autres personnes, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ? C'est toujours un domaine qui revient dans les sujets de conversation. Et ils disent, moi je dis je suis demandeur d'emploi, les gens sont voilà, presque comme s'ils étaient désolés, et du coup ils changeaient de sujet. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour eux. Ou pestiférés. Pardon ? Ou des pestiférés. Peut-être quelquefois ils se des pestiférés, voilà, tout à fait. Alors que il n'en est rien, n'importe qui peut très bien passer par ça. Et il n'y a aucune honte à avoir. Il faut se dire, c'est juste un passage. Suivant les personnes, ça peut être sur des durées plus courtes, d'autres plus longues, mais voilà, c'est pas comment dire, on n'a pas fini sa vie, quoi. Il y a encore il faut encore être optimiste, faut pas baisser les bras, même si je sais bien que tous les jours c'est pas forcément évident de garder toujours le sourire aux lèvres tous les jours, donc après donc faut vraiment valoriser, montrer qu'on est présent, qu'on soutient la personne. Et surtout, effectivement, ne pas tous les jours demander alors est-ce que tu as trouvé des offres, est-ce que tu as écrit Oui, ça c'est important. C'est important ce que vous dites, Christelle, parce que ça peut être très pénible à ce moment-là. Ça peut être vécu comme très intrusif et ça peut renvoyer à la personne le sentiment qu'il se bouge pas. Ce fameux dire comme à quelqu'un qui est dépressif, dire bon allez bouge-toi. Voilà, alors c'est vrai d'être encourageant. Oui. Valoriser, mais le côté dire alors où tu en es, tu as envoyé des candidatures, mais c'est insupportable. Ah non, mais on n'a pas dit que vous le faisiez, Adèle, mais c'est de façon un petit peu plus générale. C'est peut-être même pour celles et ceux qui nous écouteraient, en voulant bien faire, parfois, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Oui, après, rien n'empêche de poser la question. Voilà, pour aussi montrer vraiment qu'on s'intéresse et c'est pas juste comme ça on écoute. Juste manière d'écouter, faut vraiment qu'il y ait un échange, que ce soit vraiment qu'il y ait vraiment, comment dire,
ce soit pas que dans un seul sens, qu'on montre vraiment qu'on est là en cas de besoin. Oui. Donc, après, c'est pas toujours évident aussi d'en parler dans son environnement familial. En plus, c'est vrai qu'il y a souvent... il y a quand même des hommes, pour eux, le fait de ne pas pouvoir, assurer financièrement au niveau du foyer, c'est encore plus pénible pour eux, quoi. Hein. Bien sûr. Vous avez raison de dire que la position de l'homme encore est très liée quand même au travail, à la valorisation dans son travail et aussi le fait de pouvoir assurer matériellement. Alors après, donc je connais pas le parcours de ce monsieur, et puis bon, on peut pas, c'est pas comme ça au téléphone qu'on peut lui donner des conseils, puisque ça se fait vraiment sur de l'échange. Hein, on trouve pas la solution lors d'un premier rendez-vous. Hein, ça se fait pas comme ça. On peut donner des pistes, etc. Mais après, c'est vrai que il y a toujours la difficulté pour les demandeurs d'emploi quand ils ont occupé, quand ils ont perdu leur emploi. C'est vrai que le souhait est de retrouver exactement les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions au niveau du salaire, au niveau des horaires, au niveau des responsabilités. Soit c'est sûr que c'est normal. Après, c'est sûr que la situation économique actuelle n'aide pas non plus. Voilà. Bah oui. Donc c'est vrai que il y a des personnes qui vont dire tant pis, je vais prendre une offre, je vais prendre un poste qui avec lequel le salaire, laquelle le salaire sera moins important, mais je ne m'exclus pas de toujours regarder à côté, et je me dis que c'est en attendant d'eux, voilà. Et ça c'est en fonction de chaque personne. Personne n'est pareil, et on ne peut pas prodiguer des conseils généralistes. Oui, il faut pouvoir s'adapter à la personnalité de chacun. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Christelle, de votre intervention, parce que vous nous éclairez considérablement, puisque c'est votre métier, et tous les jours, vous recevez malheureusement de nombreuses personnes qui sont dans cette situation en recherche d'emploi. Bon courage, parce que vous devez en avoir besoin dans votre métier. Faut dire qu'il vaut mieux avoir une activité en dehors, quand même, un petit peu pour souffler. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est difficile d'affronter au quotidien, parce que c'est un affrontement presque, d'affronter au quotidien ces situations difficiles face de constater la situation, pour la plupart du temps difficile, des demandeurs d'emploi. Merci beaucoup en tout cas, Christelle, de votre intervention. Adèle, quelques messages pour conclure, ils sont nombreux d'ailleurs pour vous. Il y a le subversif qui dit: parfois un homme comme une femme a seulement besoin d'une oreille, pas d'une réponse, d'une épaule, pas d'un coup de main, moins de stimulation que de compréhension. Ninon qui dit: vous pouvez valoriser d'autres aspects de sa vie, cela lui redonnera confiance globalement et sera moins stressant que le booster pour ses recherches. Doudou qui dit: partager avec lui, accepter un échec possible tout en croyant au meilleur avec lui. Il y a également Corinne qui dit: sans travail on n'est plus rien, j'ai été jetée depuis 7 ans, c'est vraiment très dur. Dani, elle dit: je suis en retraite depuis très peu de temps, j'ai 55 ans et pourtant je me sens inutile, ce cap de la retraite est dur. Cathy dit: les chômeurs ont besoin de soutien, ceux qui travaillent trop ont aussi besoin de soutien. J'ai également comme message, attendez, j'en avais mis de côté, parce qu'il y a pas mal de messages qui sont arrivés pour vous. Ça fait beaucoup réagir ce sujet. Il y a Greg qui dit essayer de le booster, de lui redonner confiance, c'est important. Et puis Ninon qui dit s'il ne vous en parle pas, c'est qu'il veut peut-être pas vous faire part d'un énième refus et ne veut pas vous détailler ses démarches. Et puis j'avais aussi quelques mails. C'était Valérie du Pas-de-Calais. Il essayait de le motiver, essayer de vous montrer forte pour deux et pour votre couple. Voilà. Bon courage, Adèle. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche.
Alors, toujours par rapport à l'émission spéciale consacrée aux 10 ans, eh bien, nous comptons sur vos témoignages. Il y a Brigitte qui m'envoie un petit SMS au 7 21 21 qui me dit, le 9 décembre, ça pourrait être l'occasion d'un débat sur l'addiction à votre émission. Karine, justement, elle m'envoie un courriel en disant, vous êtes ma drogue quotidienne, mais bon, c'est une drogue qui fait pas trop de mal, ma chère Karine. Allez, plus sérieusement, si vous avez témoigné au cours de ces 10 ans dans l'émission, dites-nous si cela vous a permis de débloquer une situation. Est-ce que cela a provoqué un déclic chez vous, une prise de conscience? En quoi le fait d'avoir témoigné a été déterminant à un moment donné de votre vie? Qu'est-ce que cette émission a changé dans votre vie? Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de réconfort? Dites-nous pourquoi cette émission a compté pour vous. Venez nous le raconter au 39 21 choix 2 et n'oubliez pas de laisser votre prénom et un numéro de téléphone surtout pour que l'on puisse vous rappeler. Vous pouvez également nous laisser, si vous en avez envie, vos messages de joyeux anniversaire. À ce sujet, on manque un peu de voix masculine. On a les femmes sont en tête là, à croire qu'il y a plus de femmes qui écoutent l'émission que d'hommes. Donc on aimerait bien avoir des voix un peu mâles comme ça qui s'exprimeraient, qui nous souhaiteraient des joyeux anniversaires. Alors pareil, 39 21. Choix 2, si vous voulez nous souhaiter un joyeux anniversaire pour cette décennie de Libre Antenne. Et vous nous laissez là votre prénom, éventuellement vous nous dites d'où vous appelez. Là, vous n'avez pas besoin de laisser votre numéro de téléphone. Et écoutez, je compte sur vous. Merci par avance. 39 21, 34 centimes la minute. Allez, on a des messages qui arrivent par courriel. Pour Adèle, Noctambule qui dit: le compagnon d'Adèle a peut-être besoin de pouvoir être considéré comme quelqu'un ayant de la valeur. Outre ses difficultés à retrouver un emploi, c'est peut-être ce qu'Adèle peut lui offrir de plus important comme aide. Est-elle capable, a-t-elle envie de l'aimer comme tel? L'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pour sa valeur intrinsèque, pas pour sa représentation sociale. Héliotrope dit: mon mari au chômage a plus de 50 ans, a monté sa société, il est devenu consultant senior à l'international. C'est bien d'aller dans des associations de cadres au chômage, style Atout Cadre. Important ça de le dire, hein. Merci Héliotrope. Atout Cadre. Ça a reboosté mon mari et lui a donner le courage de rebondir. Il ne faut surtout pas rester seul. Donc voilà, l'association Atout, comme un atout, cadre au pluriel. Et puis un mail, alors là, qui revenait sur le témoignage de Brigitte qui nous parlait de sa belle-fille en début d'émission. Ève nous dit: à la naissance de ma première fille, ma belle-mère m'a offert à la maternité le livre Comment ne pas être une mère parfaite. Oui, il est génial. C'est un petit livre très drôle, très marrant parce que justement très détourné de tous les clichés. J'ai plus l'auteur, mais il est vraiment très bien fichu. Et un beau bracelet en or. Ces cadeaux m'ont beaucoup touchée. Comme je vous le disais, on pense toujours, on se rue sur le petit lit, le berceau du bébé. On oublie souvent les mères. Et je trouve que c'est très important dans ces cas-là d'avoir petit geste, une attention, pas forcément d'avoir quelque chose là. Elle a été gâtée, Ève, hein, c'est bien d'avoir, mais c'est pas grave. Ça peut être même un petit bracelet. Tant pis s'il est pas en or, peu importe. Une attention pour la maman à ce moment-là, parce que souvent elle traverse une période un peu difficile. Pensez aux mamans dans ces moments-là. Le lion de Carthage revient sur le chômage en disant: c'est une calamité dont il est difficile de sortir, surtout quand on n'a pas de soutien. Et puis le subversif revient sur cette soirée spéciale du 9 décembre. Il dit: le royaume des nuits blanches trouverait fort opportun quand ce 9 décembre de l'an de grâce 2010, son bon roi lui fit l'honneur de s'adresser à lui. Écoutez, merci d'être mon messager, cher subversif. J'espère que nous aurons j'espère quand même que notre bon roi sera présent le 9 décembre, et s'il ne peut l'être, retenu par des obligations, ce que je comprendrai fort bien,
qu'il nous fera l'honneur et le privilège d'un message ou d'être en direct et que peut-être nous pourrons entendre ce soir-là sa voix. Bonsoir Sonia. Sonia, vous êtes avec nous ? Nadia. Ah pardon, bonsoir Nadia. Bonsoir. C'est pour ça que je me disais, il y avait un grand silence, vous disiez ce n'est pas moi. Pas du tout. Non, c'est bien vous que j'attendais. Bonsoir Nadia. D'accord, bonsoir. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je vais commencer. Oui. Je vais vous raconter un peu... Mon souci, c'est qu'en fait, il y a 3 ans et demi, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, excusez-moi, qui était que j'ai rencontré alors que j'étais encore avec le père de mon fils. Oui. Il m'a permis de prendre conscience que la vie que je vivais avec le père de mon fils n'était pas bonne. Pour moi, déjà, on avait déjà des gros problèmes, etc. Donc, il a été comme une bouffée d'air frais, on va dire, une renaissance. Je me suis sentie femme. En 6 mois de relation régulière, on va dire, j'ai vu je me suis sentie bien. Je n'ai pas déprimé après la rupture d'avec le père de mon fils, et parce qu'il m'a donné du courage. Le seul souci, c'est que il était plus en couple. Il avait un enfant à l'époque, parce qu'il en a un deuxième entre-temps, et comment dire, et il m'a dit qu'il n'était plus avec sa compagne, donc tout allait bien jusqu'au moment où je lui ai posé un ultimatum. J'ai quitté d'une relation de 15 ans, même si je suis jeune, j'ai 32 ans, on a grandi ensemble, moi et le père de mon fils. Donc du coup, c'était un petit peu bizarre pour moi, vous savez, une relation furtive comme ça, je ne connaissais pas et je ne pense pas que j'étais faite pour ça. Du coup, quand je lui ai posé un ultimatum, il a été un peu distant. Mais un ultimatum dans le sens où, dans quel qu'est-ce sens qu'on fait Je vous disais que j'étais pas du tout habituée au fait de laisser à demain voir. Oui, d'être un petit peu dans le côté un peu aventure, enfin non. Voilà, tout à fait. Oui, vous aviez besoin de quelque chose de plus construit, de savoir où vous alliez. Exactement. Donc je lui ai posé la question et il a dit non. Enfin, du moins il a occulté la question et donc par la suite, bon, j'ai laissé un peu le temps passer et j'ai commencé un peu parce qu'on était très proches dans le sens où on se disait tout, où je lui ai apporté comme il m'a apporté. Je lui ai redonné confiance en lui, je l'ai aidé pour plein de choses comme lui aussi l'a fait, on était très complémentaires. Et donc, je le voyais très mal à l'aise. Il y a eu une anecdote où il a gardé mon fils pendant que moi j'étais allée travailler. Et il a vu les difficultés qu'il aurait pu rencontrer s'il n'était pas physiquement avec sa fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il s'est posé en tant que père et plus en tant qu'amant ni en tant que mari ou autre. Et il a pris conscience qu'il fallait qu'il retourne avec son ex. Je l'ai un peu poussé dans cette démarche parce que j'estimais qu'il ne pouvait pas rester aventure. Du moins avec moi, c'était pas possible. Donc je l'ai senti un peu désemparé. Je l'ai poussé pour qu'il aille, puisque de toute façon, on était bien ensemble, je ne voyais pas pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Le seul hic, c'était que il ne vivait pas avec sa fille pleinement, et voilà, il voulait la voir grandir, vu que lui a perdu son père très jeune. Donc il avait un peu c'est comme ça que je l'ai pris, du moins à ce moment-là. Le seul problème, c'est que pendant 1 an, on n'a pas eu de relation, ni rien du tout. Par contre, après, j'ai commencé ça rejoint un peu le témoignage d'Adèle d'avant. Il a perdu son boulot, etc. Donc, même s'il est jeune, etc., mais il a perdu énormément confiance en lui, en fait. Et je l'ai reboosté. Il a commencé à à être auto-entrepreneur, à faire un commerce. Je l'ai soutenu, comme une femme peut soutenir son mari. Sauf que j'avais beaucoup de mal à accepter, cette ambiguïté entre nous, parce qu'on était tellement proches. Enfin, je sais pas si vous croyez à l'âme sœur, mais j'étais persuadée que c'était mon âme sœur.
très sincèrement. Et il est arrivé un moment où j'ai pris d'une certaine manière la place de sa femme et à faire, vous savez, quand on est commerçant, on s'oublie un peu, donc tout est dans le boulot, donc on était très 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 proches, 24 heures sur 24 ensemble, sauf qu'on ne dormait pas ensemble. Et est arrivé on a eu une autre relation alors que c'était pas possible, vous voyez ce que je veux dire, et je savais qu'il était avec sa femme, donc je me suis placée en maîtresse. C'était horrible pour moi parce que ayant été trompée par mon ex, être aujourd'hui... Oui, mais en même temps, c'est vous qui l'aviez remis dans les bras de sa femme. Tout à fait. Donc c'est un peu particulier, hein, c'est vous qui l'aviez poussé dans les bras de sa femme. Donc. Non, oui, mais complètement, parce qu'en fait, je le sentais qu'il n'était pas complètement... je veux dire. Ouais. Et du coup, voilà, donc j'ai continué à avoir cette relation en me persuadant que, après tout, voilà, ce que je ne voulais pas au départ, avoir une aventure, ça n'est qu'une aventure, vous voyez. Donc je me suis mise dans une position telle que... Voilà, je me rends compte en le disant, ça fait du bien, que ça fait 3 ans et demi que ça dure et que ça commence à bien faire parce que je ne me sens pas du tout bien dans cette relation en fait. On est arrivé à un point où on est à 3. Vous voyez ce que je veux dire ? On est à 3 dans une relation. J'ai essayé de conseiller sa femme, elle ne sait absolument pas qu'on a eu des relations, même avant que je sache qu'il allait retourner avec elle. Et elle pense qu'on est simple amis. Ça aussi, ça me met très mal à l'aise. J'ai essayé de la conseiller pour qu'elle puisse, le comprendre comme moi je le comprenais, parce qu'ils ont eu, comme tous les couples, les difficultés, ce qui est complètement normal. Mais moi, j'avais cette faculté à le comprendre un peu plus. Peut-être parce qu'on n'était pas 24 heures, je veux dire, en couple, en ménage, vivre ensemble, c'est compliqué aussi. J'avais cette facilité vu que j'étais un peu plus... du moins, j'avais le recul nécessaire pour pouvoir voir certaines choses. Donc, je lui ai donné des conseils à elle aussi. Donc, mais qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je souhaiterais trouver des solutions. Oui, mais par rapport à quoi ? Pour me séparer de lui. De lui, d'accord. Vous voulez vous séparer ? Ah oui, complètement. C'est assez simple. Non, c'est pas Pourquoi ? simple que ça. Parce que moi, je peux me séparer de lui. Oui. Ce que je veux dire, je peux ne pas l'appeler, Oui. Mais il arrive à venir et je ne résiste pas. Alors c'est que vous ne pouvez pas vous séparer. Peut-être. Parce que vous dites, je peux ne pas l'appeler, mais au fond, s'il vous relance, vous cédez. Donc c'est qu'au fond, vous êtes très ambivalente. Vous n'arrivez pas à vous séparer parce que sinon, ça serait simple. Mais je suis consciente surtout que ce que je vis, je l'ai longtemps critiqué en étant en couple. Je ne comprenais pas la place d'une maîtresse, je ne l'acceptais pas, voilà. Et du coup, je suis dans cette position en sachant bien que je l'ai réussi à le faire parler. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi. Peut-être que c'est facile, c'est peut-être que des mots, mais il m'a dit certaines choses qui font que je me sens pas salie. Vous voyez cette image que j'avais avant. Non, mais il peut être sincèrement amoureux de vous. Mais alors finalement, vous semblez dire vous l'avez repoussé. C'est vous. Enfin, à un moment vous l'avez repoussé et presque remis dans les bras de sa femme. Complètement. Est-ce que, au fond, vous ne pourriez pas dire aujourd'hui, lui dire très clairement que cette situation ne vous convient pas et que vous aimeriez davantage avec lui ? Vous pouvez, après tout, tenter cette carte-là. J'ai essayé et le souci, c'est que il m'a dit qu'il n'y aurait pas mes enfants. Je ne serai plus avec elle. Vous voyez ? Après, c'est tout nouveau. Je veux dire, je suis encore jeune. Mais ça, s'il vous répond ça c'est bon. Souvent, c'est un faux problème parce que la réponse, se réfugier derrière les enfants, c'est souvent une façon. Voilà. Même si, évidemment, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est
c'est plus difficile de se séparer quand il y a des enfants que lorsqu'il n'y en a pas. Ça, c'est évident. Mais en même temps, c'est une façon d'éviter la question, d'éviter les choses et parce que qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi ça repose au fond, hein, de rester comme ça dans des relations doubles. Bon, donc après tout, s'il vous fait cette réponse, ça veut dire que bon, comme vous le dites, vous êtes dans une relation à 3 qui ne vous convient plus et que vous avez la possibilité de vous retirer de cette relation. Mais que donc vous dites que vous voulez y mettre un terme. Évidemment, de son côté, lui n'a pas le même intérêt que vous, puisque d'un côté, il a son couple, sa famille, et puis de l'autre, cette relation avec vous à laquelle il tient également. D'un côté, il a cette stabilité familiale, et de l'autre, cette relation avec vous où il peut être tout à fait sincère quand il vous dit qu'il vous aime. Néanmoins, ce n'est pas ce que vous, semble-t-il, vous attendez aujourd'hui de cette histoire. Non. Donc, partant de ça, eh bien, l'arrêt de cette relation ne pourra venir que de vous, parce qu'au fond, vous avez plus d'intérêt que lui à l'arrêter, semble-t-il. Vous avez envie d'autre chose, vous ? Oui, complètement. Il m'a dit une chose qui est très juste, mais qui ne me satisfait pas. Il m'a dit, le jour où tu trouves quelqu'un, je pourrais à ce moment-là te laisser. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, voyons. Et il veut pas vous le chercher aussi ? Il m'a déjà proposé. Il est drôle, lui. Il vous l'a proposé ? Ah oui, complètement. Ouais. Si tu veux, je te présente quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, lui-même est tout fait Mais il va pas bien, cet homme-là ? Non, non. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est insupportable. Non, mais attendez, là, plus sérieusement, hein. Je suis désolée, il n'a pas à vous tenir ce genre de propos. Là, honnêtement, je trouve pas ça très drôle, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va se mettre en quête de vous trouver quelqu'un ? Mais enfin, qui s'occupe déjà de régler, de faire un peu de clarté dans sa vie à lui, hein ? Voilà, avant de s'occuper de la vôtre. Tout à fait, parce que vous êtes assez grande pour vous trouver un compagnon, et quand vous aurez trouvé un compagnon, vous n'aurez plus besoin de lui. Et vous n'avez pas, de toute façon, c'est complètement absurde. S'il y a bien, c'est pas de lui dont vous avez besoin d'entendre cela. C'est comme dire, ah ben oui, moi s'il vous disait, j'ai envie que tu sois heureuse, même si c'est avec un autre homme que moi, c'est insupportable de l'entendre de la part de l'homme dont vous êtes encore amoureuse. Alors souvent, dans ces situations comme ça à 3, quand l'homme est marié, il se permet de tenir ce discours. Mais ce qui est une façon c'est assez manipulateur de s'attacher encore plus l'autre. Parce qu'effectivement, au fond, derrière ce discours-là, c'est dire, c'est lui à ce moment-là que l'on veut, et pas un autre. Tout à fait. Exactement. Donc c'est assez manipulateur, ce type de discours. C'est pour ça que je ne trouve pas ça drôle. C'est une façon d'avoir le contrôle sur vous. Donc Nadia, attention à vous. Hein. Tout à fait. Donc mettez-vous en quête, que vous ayez quelqu'un d'autre ou pas, mais ne le laissez pas. Et quand il vous tient ce genre de discours, vous lui dites, bon, ça suffit. Occupe-toi plutôt de ta vie, je m'occupe de la mienne. En fait, le problème que j'ai, c'est que... réellement, là, en discutant, c'est que je n'aime pas me disputer avec les gens, dans le sens où je n'aime pas me séparer, parce que dans ces cas-là, il faut que je coupe les ponts complètement, pour que je puisse moi-même, que ce ne soit pas à chaque fois tendancieux, et qu'il vienne s'il veut venir, je veux dire, il n'y a pas que des relations sexuelles, loin de là, au contraire, hein. Dire que je suis sa confidente. Non, mais attendez, là, c'est vrai que vous n'êtes, c'est pas clair, hein, Nadia. Il y a des choses vraiment à clarifier aussi chez vous, hein. C'est à un moment, c'est pas une question de conflit avec lui, c'est avec vous-même que vous êtes en conflit. Peut-être, ouais. Je n'ai pas dit que votre relation, elle était uniquement sexuelle. À aucun moment, je ne pense cela.
Non, pour moi-même. C'est en fait. Non, mais c'est le conflit, il est à l'intérieur de vous-même. C'est avec vous-même. Peut-être. Donc, quand vous me dites, au fond, je voudrais arrêter cette relation, mais vous n'y arrivez pas. Bon, c'est déjà un premier pas de l'admettre, de le reconnaître. Dans un deuxième temps, vous allez arriver, vous allez voir petit à petit à prendre de la distance. Et quand il vous téléphonera, eh bien, vous ne lui répondrez pas. Cette histoire d'âme sœur, elle est à double tranchant. Je réponds à votre question un peu plus tardivement. Parce que cette âme sœur, ça veut dire qu'on est lié à jamais. Ce que dit d'ailleurs, je reçois un message du subversif qui dit plutôt qu'une âme sœur, peut-être n'est-il qu'une âme sexy et irrésistible. Peut-être aussi. Alors vous avez, c'est vrai, au départ rejeté ce bonheur. Bon, c'est tout le problème aussi. C'est là où est toute votre ambivalence, c'est-à-dire cet homme qui à un moment était prêt à aller vers vous, vous l'avez jeté dans les bras de sa femme de nouveau. Tout ça serait un petit peu à interroger. Maintenant, bon, c'est la situation, elle est ce qu'elle est. Il vous dit qu'il y a ses enfants, qu'il n'est pas prêt du coup à sortir de cette situation. Donc, il faut entendre aussi cela. Mais c'est aussi difficile pour vous de vous séparer de cet homme parce que vous dites bien que cet homme, ça a été lorsque vous étiez avec le père de votre fils, ça a été dans votre vie une bouffée d'air frais, une renaissance et qu'avec lui, vous vous êtes sentie femme. Donc, c'est très fort ce que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il a éveillé chez vous des émotions, des sensations que peut-être vous n'aviez pas connues jusque-là. C'est ça. Donc c'est très difficile de quitter cela. Mais dites-vous bien que ce que vous avez découvert en vous, Nadia, ce n'est pas perdu. Et ce que cet homme vous a révélé, ce qu'il a fait surgir en vous, ça n'est, vous ne le perdez pas. Et vous pouvez le retrouver. C'est-à-dire il vous a aussi révélé à vous-même. Alors évidemment que ça vous lie à lui. Mais, comme vous dites, vous êtes trois dans la relation et ça, aujourd'hui, ça vous pose problème. Donc c'est là-dessus qu'il faut voir. Et je vous dis, dans le conflit, entrer en conflit avec lui, c'est plutôt dans ce conflit intérieur que vous êtes en difficulté. Mais, bon, il y a cette relation, ce qu'elle vous a apporté à un moment donné. Et ça, c'est indéniable. Et puis, il y a aujourd'hui où ça devient quelque chose de plus pesant. Eh bien, il y a des relations comme ça qui évoluent, qui à un moment nous apportent beaucoup, et puis qui évoluent dans le temps pas comme on le souhaiterait. Et parfois, vous savez, il faut savoir se retirer, partir, avant que ça devienne un peu trop compliqué et difficile. Alors, vous me direz qu'il est parfois plus facile de quitter, justement, de se séparer quand ça devient très compliqué, parce que quand on est encore dans les sentiments et autres, on a du mal à se séparer. Mais bon, vous êtes en train, déjà, vous êtes à mi-chemin, j'irais, vous êtes au milieu du gué. Bon, le reste, je pense, va suivre. D'accord. Allez, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Nadia. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. À propos de Pôle emploi, je reçois un message en disant, moi je suis allée à Pôle emploi aujourd'hui et la fille qui m'a reçue était tellement jolie que j'ai accepté n'importe quoi. C'est drôle. Et voilà, parfois, c'est comme ça. Il y a Ninon qui dit à une naissance, je parlais des cadeaux, de penser à la maman, qui dit en plus de penser à la mère, un cadeau aux frères, aux sœurs est aussi une bonne idée. C'est vrai que finalement le bébé, lui, s'en fiche un petit peu, ça fait. Donc c'est bien d'avoir un petit geste. Il s'agit pas, parce que vous dites sinon ça revient à une fortune. Non, un petit geste pour le frère et la sœur, qu'on oublie souvent. Et puis à propos du 9 décembre, on disait, le subversif
disait, est-ce que Sa Majesté Georges sera là? Il y a Sergio qui dit, en tant que bouffon du roi, j'espère qu'on entendra aussi la voix de la sagesse et de l'hyperculture à bon entendeur, ami le subversif. Moi, je suis un peu déçue, parce que je suis même très déçue, parce que, non, notre Majesté ne pourra pas être là, me dit-il, et puis Sergio non plus. Alors voilà, et puis Coco non plus. Vous voyez, mais oui, c'est ça. Et vous travaillez, vous êtes en province, c'est compliqué. C'est vrai, ça sera un jeudi, c'est à Paris. Bon, enfin, vous serez là à l'autre bout du fil, j'espère, et derrière votre poste. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me permets de vous appeler pour vous exposer ma situation. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis libertin depuis un certain nombre d'années. Et j'aimerais, je crois que je me suis rendu compte depuis peu de temps que le libertinage pour moi était une forme d'exutoire, oui. une forme de soupape de sécurité pour moi. Et malheureusement, mon épouse ne souhaite pas m'accompagner dans ce schéma. Oui. Et je suis extrêmement frustré de cette situation. Elle est au courant donc que vous pratiquez le libertinage. Bien sûr, puisque nous sommes allés à plusieurs reprises dans des endroits libertins où nous avons pratiqué l'acte, mais sans partage, sans mélange, sans multipartenaire. Moi, j'aimerais franchir aujourd'hui peut-être un pas supplémentaire. Ma problématique, elle est... C'est-à-dire un pas supplémentaire, parce que vous dites que vous avez déjà pratiqué avec votre... Le libertinage, j'ai pratiqué avant d'être en couple. Oui. Et nous allons régulièrement dans ces clubs, mais plutôt en tant que spectateur, entre guillemets. D'accord. Mais pas acteur avec de l'échange, en échange avec d'autres couples. D'accord. Mon souhait serait justement d'aller dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis frustré puisque mon épouse ne m'offre pas et ne souhaite pas m'offrir ce passage. Donc, j'ai une frustration par rapport à ça et quelque part, j'ai peur que ça altère aussi notre propre relation. Et voilà, j'aurais voulu avoir un peu vos conseils par rapport à ça. J'ai eu énormément de mal à lui dire, à lui formaliser, et que pour moi c'est important, que je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, expliqué, c'est vraiment un exutoire. Et mais c'est un exutoire que vous pouvez le réaliser? Oui, mais je n'ai pas envie de le faire sans elle, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans une démarche. Pour moi, c'est une démarche personnelle, mais de couple. Et que j'ai pas envie de le faire seul avec une autre personne ou simplement seul, voilà. Oui, mais pour autant, Frédéric, vous ne pouvez pas non plus lui imposer ce qui relève, vous, de votre fantasmatique à vous. Et visiblement, votre épouse, elle, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ses fantasmes. Et ça, si vous voulez, déjà, vous avez la chance, je dirais, que, bon, elle sait que vous êtes libertin, que vous allez dans ces lieux, et elle vous laisse pratiquer, enfin, je veux dire, elle ne vous... Vous voyez, elle est ouverte. Elle n'interfère pas, elle est ouverte d'esprit là-dessus. Mais vouloir... finalement chercher, en tout cas, je ne dis pas lui imposer, mais chercher d'une façon ou d'une autre, en disant que vous êtes frustré, que ça peut avoir des répercussions sur votre couple. Donc, ce qui est une façon, finalement, de vouloir la convaincre, de l'amener à aller dans cet endroit, c'est ce qui pourrait mettre, je dirais moi, en péril votre relation de couple. Parce que on ne peut jamais... Et on n'a pas le droit d'imposer ses fantasmes à l'autre. Parce que votre épouse, c'est finalement, elle, ça pourrait être complètement rédhibitoire pour elle. Ce qui est un exutoire pour vous pourrait être complètement rédhibitoire pour elle. Oui. Et je vais dire, je vais vous répondre. C'est à vous de composer avec votre frustration, Frédéric. D'accord.
Eh oui. C'est important pour moi d'échanger avec vous, puisque aujourd'hui je suis dans une situation où je suis peut-être à l'aube d'aller voir peut-être un médecin ou quelque chose comme ça, parce que quelque part c'est très obsédant. Et je me dis, est-ce que je suis dans la normalité ? Est-ce que je ne suis pas dans la normalité ? Non, il ne s'agit pas... Attendez, il ne s'agit pas de normalité. Quand on parle de sexualité, chacun a ses fantasmes. Hein ? Donc, il est important, si vous voulez, dans les fantasmes, le libertinage, on n'est pas du tout dans la normalité en un seul mot, c'est-à-dire dans quelque chose qui serait anormal. En revanche, si vous voulez, si on veut imposer ce fantasme-là à quelqu'un dont c'est pas du tout le fantasme, cette pratique plus exactement, à quelqu'un dont c'est pas le fantasme, ça peut être assez dévastateur. D'accord. Sur un plan psychique. Hein. Bon. Mais vous, que vous ayez ce fantasme-là, c'est pas du tout être anormal. Maintenant, quand je vous dis d'apprendre, oui, il va vous falloir apprendre à composer avec la frustration, parce qu'on est tous d'une façon ou d'une autre amenés à composer avec la frustration. Qu'est-ce qui fait alors que vous pouvez finalement vous rendre dans ces lieux et que votre femme, qui est encore une fois, je dirais très ouverte d'esprit, le sachant, ne vous met pas, ne vous autorise votre jardin secret finalement, qui n'est même pas secret, c'est-à-dire cet espace de liberté. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, vous ayez cette frustration ? C'est ça qui est plutôt à interroger. Voyez ? Alors je crois que la frustration naît du fait que on a une complicité depuis 15 ans. On a une complicité sur tout, on a vraiment un accord parfait, que ce soit sur notre vie au quotidien, l'éducation de nos enfants, on a des vies professionnelles extrêmement remplies, on a une osmose, je dirais, parfaite en matière sexuelle, et quelque part, c'était pour moi peut-être quelque chose à vivre à deux, et une envie de franchir encore un pas, entre guillemets, supplémentaire, dans notre unicité, si vous préférez. Et c'est peut-être en ça où moi j'ai cette frustration, et je vous le redis bien, j'ai pas du tout envie d'aller dans ces lieux-là pour mais c'est là, Frédéric, où il y a quelque chose qui est problématique, c'est que vous parlez d'unicité, de partage et autres, mais derrière ces mots, finalement, vous tentez d'imposer votre désir à votre femme. C'est votre désir à vous. Et c'est là où ça ne va pas. Parce que vous, ça correspond à votre fantasmatique sexuelle. Vous n'avez pas à lui imposer votre désir. Donc, que ça vous frustre, oui, je l'entends, mais pour autant, c'est à vous de composer avec cette frustration. D'accord. Je vous remercie énormément parce que vous avez su mettre des mots là où j'avais peut-être du mal à trouver mon explication, et c'est vrai que ce que vous dites, Caroline, est sans doute très juste, qu'il faut que je sois raisonné et raisonnable dans cet acte et qu'il ne faut pas que mes mots soient perçus plutôt comme une manipulation ou entre guillemets une espèce d'appel orienté qui peut être dangereux pour mon couple. Oui, ça pourrait être beaucoup plus pernicieux pour votre couple. Mais encore une fois, c'est pas une question de, voyez, ça n'a rien d'anormal, les fantasmes que vous évoquez. Hein. Maintenant, c'est effectivement, oui, cette frustration. Bon, pourquoi elle est à interroger ? Et puis, pourquoi aussi ce terme exutoire ? Hein, là, ça serait peut-être à interroger. Bon, voilà, on n'a pas le temps, mais c'est peut-être vous, si vous éprouvez le besoin d'aller en parler, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que vous trouvez ? Bon, la sexualité peut être un exutoire, hein. Il y a beaucoup de choses. Ça, vous pourrez peut-être aller en parler si vous en éprouvez le besoin. Merci en tout cas, Frédéric, de votre confiance. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.